Cette notion de besoin en formation, elle a été ancrée notamment par l'ouvrage de Jean-Marie Barbier en 1977 sur les besoins en formation. Cet ouvrage fait suite à un certain nombre d'articles, et reprenant certains aspects, j'ai vu qu'il y avait des articles dans les années 70 qui travaillaient ce thème-là, mais c'est vrai que ce terme, ça a été un peu, je dirais, sacralisé par l'ouvrage de Jean-Marie Barbier. Qui s'est poursuivi par d'autres ouvrages, notamment Alain Maignan, sur Manager la formation, où il parle de la question de l'envie, et désir, envie de formation, et tous les travaux de Guy Leboter autour de l'ingénierie et l'évaluation de la formation. Donc c'est un terme qui commence à dater, et qui s'est construit autour de cette question du manque, ou cette question d'éléments à travailler. Alors, par la suite, pour ma part, je me suis dit, mais effectivement, ce terme de besoin, c'est un peu une nébuleuse. C'est un peu quelque chose qui convient de travailler un peu plus précisément. Donc, j'avais proposé, dans un ouvrage sur l'ingénierie de formation, de se dire que le besoin en formation est à travailler au regard de deux dimensions. Une dimension liée à une situation problème. Est-ce qu'on a un repérage de la situation problème qui est implicite ou non visible, ou qui est explicite, visible. Et donc, évidemment, quelle est la situation problème? Et au croisement avec l'objectif de formation, c'est-à-dire est-ce qu'on a un objectif de formation qui est existant, visible, décliné, ou un objectif de formation qui n'est pas présent, qui est à construire. Et donc, fait ce tableau à double entrée entre la situation problème et l'objectif de formation, ce qui amène à repérer 4 situations. Où on a une situation de problème qui n'est non visible avec un objectif de formation non exprimé, c'est-à-dire que, je vais exprimer ça comme un manque. C'est-à-dire que les commanditaires, les demandeurs, les acteurs se disent, mais on a l'envie, l'envie, le sentiment, quelque chose que, mais on ne sait pas quoi et on ne sait pas comment on va le faire. Donc il y a un manque et donc ça va être au prestataire, à l'ingénieur de formation, au service formation, au conseiller de formation, à creuser ces éléments-là. Autre situation, là la situation problème elle est explicite, elle est repérée, évolution professionnelle d'un public, nouvelle réglementation, évolution sociale, et il faut effectivement prendre en compte ces éléments-là. Mais il n'y a pas d'objectif de formation. Donc c'est aux pédagogues, conseillers en ingénierie, formation en ingénierie pédagogique, à travailler, alors j'avais appelé ça dysfonctionnement, le terme me plaît plus vraiment, mais je l'ai gardé dans les ouvrages, c'est plutôt cet écart, travailler cet écart, travailler cet écart, cette question, cette situation problème. Donc on a déjà deux situations, et si on a des objectifs de formation exprimés, c'est-à-dire qu'on a une situation problème qui est non visible, non explicite, mais on a des objectifs de formation. Et là, en fait, c'est plutôt des attentes exprimées, et ce que disait Alain Maignan, un envie, un désir, mais qui n'est pas forcément relié à une situation problème. Donc, je veux me former, ou il faut former, mais on ne sait pas par rapport à quoi. Donc ça aussi, c'est aussi à travailler, de dire, mais vous avez un objectif de formation, mais qui n'est pas rattaché à une situation problème. Et donc, tout le travail, effectivement, autour de l'analyse du besoin, c'est bien de décrypter la situation problème, pour la rendre visible, explicite, compréhensible, en vue d'en dégager un ou des objectifs de formation, c'est-à-dire des éléments de développement de compétences, et donc du coup une demande qui devient de plus en plus explicite, qu'on va pouvoir transposer en commande de formation. Donc ce détour dont je me suis permis, c'est évidemment de se dire, ce terme de besoin, à quoi ça renvoie? Et donc, au regard de la question, effectivement, désolé de ce détour, qu'est-ce que ça amène dans la relation entre le commanditaire et le prestataire? Ça va être justement de travailler la situation problème pour la rendre de plus en plus explicite, et de dégager avec le commanditaire ou avec l'équipe les pistes de contenu à venir, en termes d'objectifs de formation, en termes de développement des compétences, en termes de modalités faisables, etc., etc. Et ces éléments-là, il va falloir aussi les croiser avec les différents niveaux des acteurs. Quelles sont les grandes orientations au niveau macro, donc des décideurs, des grandes orientations, parce qu'il y a effectivement des grandes orientations, vous êtes au ministère des Finances, vous savez bien qu'il y a des grandes orientations qui sont données, soit par les gouvernements, soit par les ministères, soit liées aux évolutions sociales et sociétales. On a beaucoup parlé notamment de la transition écologique à un moment donné, c'est une grande évolution d'un niveau macro, une grande orientation. Donc niveau macro, niveau mezzo, donc au niveau organisationnel,
donc qui rejoint l'ingénierie de formation, de sa mise en œuvre de dispositifs. Et quand il faut former 10 000 agents, ce n'est pas la même chose que de former une équipe sur un projet ou une équipe sur un projet interministériel ou international. Donc niveau macro, niveau méso, niveau micro, donc au niveau des agents. Mais en fait, eux, de quoi ont-ils besoin et comment ils vont sentir soit les grandes orientations, soit les compétences professionnelles à acquérir ou à remettre à jour ou à valider, et quelles sont leurs perceptions dans leur métier. Donc, interroger et analyser le besoin en formation pour l'équipe, pour le prestataire, c'est interroger ces 3 niveaux, interroger la situation de problème, interroger les objectifs de formation qu'il va, je dirais, non pas passer à la mounette, mais qu'il va chercher à combiner dans un dispositif. D'abord, peut-être, avant de répondre directement à la question, replacer l'IGPDE dans son écosystème global. Donc, c'est un service, dans notre jargon, un service à compétence nationale qui est rattaché à la secrétaire générale des ministères économiques et financiers. Et compte tenu de son positionnement à la fois ministériel, mais aussi son ouverture interministérielle, il évidemment réceptionne de nombreuses demandes, des clients très variés. Donc, d'abord, par exemple, une direction du ministère, par exemple la direction de l'immobilier, qui vient nous voir et qui souhaite accompagner une direction dans son déménagement, installer des nouveaux espaces de travail. Et elle peut faire appel à l'IGPDE, mais ça peut aussi être un service interministériel, comme par exemple le comité interministériel du contrôle et de l'audit interne, qui est dépositaire de toute cette politique d'audit interne, de maîtrise des risques, qui est créé auprès du ministre chargé de la réforme de l'État, mais hébergé à Bercy, et qui peut également faire appel à nous. Ce peut aussi être l'autorité politique, vous le mentionniez Thierry, ou encore même l'IGPDE qui s'auto-saisit, peut-être on pourrait y revenir au cours de l'entretien. Et donc au quotidien, je dirais que notre vécu, il va de la demande très précise, très explicite, parfois trop précise, à la commande un peu large, voire un peu vague. Et je dirais que c'est un peu le sel de notre maison que d'arriver à naviguer entre ces 2 types de demandes et surtout à faire émerger le besoin, comme vous l'indiquiez. Je reprends par exemple l'exemple du fameux CICAI, ce comité interministériel du contrôle et de l'audit interne. Il maîtrise totalement le contenu et le besoin. Il est porteur de cette politique. Et j'y dirais, nous avons une convention avec ce comité, et ce sont même des intervenants du CICAI qui délivrent les formations à l'IGPDE en initiation ou en perfectionnement. Donc là, vraiment, ils maîtrisent à la fois les messages, les méthodes. Pour nous, c'est l'assurance d'une formation de qualité. Et il est vrai que dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour préciser le besoin. Dans le deuxième cas, au contraire, il peut, là je me place vraiment à l'opposé, il peut nous arriver de re-questionner et de requalifier complètement le besoin, notamment, est-il vraiment nécessaire de délivrer une formation ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt passer par de la sensibilisation ou par une autre action, de type action de conduite de changement, action administrative, une circulaire, un guide de déploiement, enfin, que sais-je, mais peut-être que le bon vecteur n'est pas celui de la formation proprement dit. Et parfois, nous jetons à l'eau, nous faisons une sorte de pièce à casser, ce qui permet aux commanditaires de mieux réagir et donc de rendre plus explicite son problème, comme vous le disiez, cette situation problème. Cela dit, voilà, la formation, c'est la rencontre entre une demande et une offre. Et côté demande, nous avons plusieurs niveaux qui voilà, s'échelonnent. D'abord au niveau plus macro, comme vous le disiez, effectivement des grandes orientations. Ça se traduit, en tout cas dans notre environnement administratif, interministériel, par un schéma pluriannuel de formation tout au long de la vie, qui nous est édicté par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, avec des grandes orientations type la transition écologique, la transition numérique, l'intelligence artificielle. Il se décline au niveau du ministère par un schéma directeur annuel, une note qui nous parvient en fin d'année après un comité ministériel de formation qui réunit tous les grands acteurs de la formation des directions du ministère. Et puis les directions elles-mêmes aussi, elles peuvent avoir des plans de formation.
Et puis à l'IGPDE, nous avons une spécificité, je me permets de m'arrêter quelques secondes pour en parler, c'est un département de relations avec les clients. Le département RECIL organise des visites clients, il va voir les services formation ou les commanditaires dans les ministères, et à Bercy également. Il organise des visites clients, il lance chaque année une grande enquête client, pour aussi faire émerger les besoins, les situations, les demandes, les thèmes d'actualité, les thèmes porteurs. Nous organisons 2 fois par an des réunions avec ces conseillers formation de tous les ministères. Bref, nous avons tout un dispositif client qui est assez singulier. Et puis effectivement, nous avons aussi une activité de préparation des concours. Et là, je dirais que la situation problème, l'objectif, ou en tout cas la demande est assez claire. Voilà, des textes juridiques fixe des conditions d'admissibilité, d'admission à des concours, des épreuves, des dates d'ouverture de concours. Tout ça s'inscrit dans un arsenal juridique administratif, un corpus qui est assez clair et que nous mettons en œuvre. Et puis côté offre, nous avons une palette, à la fois un catalogue qui est révisé chaque année pour l'interroger au regard de l'actualité, des besoins, voir si notre offre rencontre son public. Et si ce n'est pas le cas, eh bien nous revoyons notre catalogue pour l'enrichir ou pour l'amender. Nous avons un vivier d'intervenants qui là aussi est une spécificité IGPDE. Une grande partie de nos intervenants sont en fait des agents publics. Alors, ils ne sont pas formateurs, ils ne sont pas des spécialistes et des experts comme vous, Thierry, mais ils ont le goût de la transmission et puis surtout, ils sont experts de leur domaine. Ça nous permet aussi de réduire les coûts dans les temps budgétaires que nous connaissons, d'être ancré terrain, d'avoir des praticiens. Nous les recrutons par des campagnes annuelles ou parfois continues. Et puis pour les prépas concours que je mentionnais également, l'offre elle se fait au travers de réunions pédagogiques avec que beaucoup connaissent, les fascicules, notamment pour préparer le concours INSP que beaucoup connaissent. Les fascicules de l'IGPDE voilà, sont très connus, très demandés, des fiches pédagogiques normalisées et nous organisons des concours, des galops d'essai, des jurys blancs. Voilà, bien sûr, nous faisons aussi des formations spécifiques pour répondre à des besoins particuliers. J'ai été un peu longue, mais j'ai souhaité dresser un panorama à la fois de l'écosystème et puis de notre quotidien, finalement, qui est de réconcilier chaque jour la demande et l'offre. Merci de tous ces exemples, parce que je souhaitais, moi, plus général et générique, mais tous ces exemples. Et je pourrais redégager 2-3 éléments qui, pour moi, font sens. Vous dites effectivement dans vos exemples, c'est que la formation, elle est complètement en lien avec le système de travail, avec l'organisation. Et donc, on n'applique pas de la formation sans interroger le système de travail, sans interroger l'organisation et sans interroger les méthodes avec les publics. Ça paraît une évidence, à la fois pour vous et pour les praticiens, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental et que les méthodes, évidemment, sont vraiment articulées. Il y a vraiment, comme vous l'avez dit, cet écosystème. Donc ça, c'est un premier point que je voulais souligner, parce que on a parfois des tendances dans d'autres lieux de dire on fait de la formation et puis paf. Alors qu'effectivement, on l'avait dit, quand il y a un changement accompagné des déménagements, accompagné des systèmes de travail, la formation peut être un outil, mais pas que. Donc ça, c'était vraiment intéressant et merci de cet exemple. Autre réflexion, puis me permettre, c'est par rapport au catalogue, où parfois, il y a une époque, oui, mais le catalogue, c'est une réponse catalogue, on va chercher, et est-ce que c'est vraiment ce qui est nécessaire, etc. Pour ma part, je ne veux pas dire que j'ai raison, mais ça fait écho à ce que vous disiez, c'est que le catalogue donne une visibilité du métier, des réalités et des possibles. Et c'est aussi un outil d'appétence pour certains publics qui sont plus éloignés de la formation. C'est-à-dire, oui, je peux le faire, ou je peux construire un peu un parcours en lien avec mon organisation professionnelle. Ou le manager, ou la direction, ou le chef de service, dire, mais là, on regarde la situation, j'ai vu que telle formation, ou telle partie de formation, ou tel élément est réalisable. Donc je trouve que le catalogue, c'est un outil qu'il ne faut pas jeter en tant que tel en se disant oui, c'est fermé, c'est bloqué. Non, il est revu régulièrement. Donc c'était
par rapport à cet exemple-là. Et autre aspect aussi que je trouvais intéressant, c'est que vous dites qu'il y a beaucoup de formateurs internes, et au-delà de l'aspect financier ou de l'aspect technique, ou même s'ils sont moins, ils n'ont pas forcément une formation de formateur en tant que tel, mais en même temps, ils sont spécialisés dans leur domaine, ils sont experts de leur thématique ou de leur quotidien professionnel, et ça, c'est extrêmement précieux. Et l'autre aspect, c'est aussi de se dire que la formation fait partie du métier. Et que qu'on soit directeur, qu'on soit responsable de service, qu'on soit technicien, qu'on soit en action agent X ou Y, on a des choses à faire passer, à transmettre et à dire. Et donc ça veut dire que la formation fait partie, non pas d'un service comme ça, hein, à part, mais elle est constitutive du métier. C'est-à-dire qu'aussi que les chefs de service et les directions, doivent être vigilants à favoriser la formation des agents. Hein. Alors, il faut m'excuser, je ne veux pas être, je veux pas pontifier ou autre, mais je trouve que vos exemples mettent bien en exergue ces éléments-là, et je trouve du coup la démarche, ça fait complètement écho avec la logique de développement des compétences, quoi. Alors moi, je crois fondamentalement que la formation, c'est une expérience apprenante. Et j'insiste vraiment sur le thème expérience, parce que je pense que qui, nous, n'a pas fait le constat que finalement il se souvient d'un jeu de rôle, d'un exercice de simulation, d'un quiz auquel il aurait mal répondu, ou bien répondu, d'un hackathon, d'une étude de cas. Et vraiment, je pense que la notion d'expérience, une expérience immersive, elle est vraiment fondamentale. La manière de mobiliser des savoirs théoriques. À l'IGPDE, c'est vrai que nous avons développé toute une gamme de types de formations avec des formats très très différents, des jeux sérieux comme on dit. Nous parlions de transition écologique à l'instant, typiquement un jeu sérieux sur le coût des clics. Voilà. Quel est l'impact du numérique sur l'environnement. Et puis d'autres aussi. Nous avons une acception effectivement assez large et variée de la formation. Vous le mentionniez, des cycles. Des cycles mêlent apport théorique, cas pratique, et puis visite apprenante. Et là encore, la notion d'expérience, d'immersion est importante. Je pourrais en citer quelques-uns, hein, sans faire trop de publicité pour ma maison, mais le cycle supérieur du numérique, qui permet au cadre de différents ministères de s'acculturer, mais de manière profonde, hein, durant 12 jours, à l'état de l'art en matière numérique. Le cycle des hautes études de développement économique, le SHED, où se côtoient des stagiaires du public, mais aussi du privé. La moitié des stagiaires viennent du secteur privé, justement pour qu'il y ait une ouverture et des échanges croisés entre ces deux mondes, public et privé, qui finalement ne se côtoient pas toujours, ou au travers de la réglementation ou d'autres matières. Et puis nous créons aussi un effet réseau, un effet communauté, qui est important dans la formation, qui perdure aussi très souvent, qui permet de prolonger la formation, cet effet communauté. Par exemple, nous réunissons tous les cadres de direction de Bercy dans un cycle qui s'intitule Bercy+. Puis nous développons aussi de plus en plus des parcours de formation pour que les stagiaires cheminent finalement, se connaissent mieux eux-mêmes. C'est souvent dans le domaine du développement personnel ou du développement managérial, hein, que des parcours de ce type se créent. Par exemple, le parcours des cadres confirmés, 130 cadres qui sont, dans notre jargon, hein, des adjoints au chef de bureau, des numéros 2 ou des numéros 3 de services déconcentrés des ministères économiques et financiers dans les territoires, qui viennent se former pendant plusieurs jours. Nous venons de clôturer le parcours hier pour cette année, au cours d'ateliers, de séminaires autour de la communication, du développement, du management de leur organisation. Ils peuvent aller jusqu'à valider les acquis de l'expérience avec un master qui sera réalisé à Dauphine. Et puis toujours dans cette optique de proposer plusieurs approches. Alors peut-être là vous me direz, nous ne sommes plus dans la formation, et j'en conviendrai, mais nous avons beaucoup d'événements, de journées, de séminaires, d'ouverture, voilà, qui permettent de sortir de son quotidien, d'ouvrir ses horizons. Les rencontres économiques sur des sujets d'actualité économique, hein, nous sommes à Bercy, les 90 minutes pour le lire autour d'un livre, voilà, ce qui permet un coup de projecteur sur un ouvrage, les rencontres internationales de la gestion publique,
qui mêle praticiens, chercheurs, avec aussi une optique de comparaison internationale. Les Midi Histoire, entre midi et 2, un format plus facile pour nos agents, pour se connecter avec leur sandwich entre midi et 2 et écouter un thème de l'histoire économique et financière, bien sûr, c'est notre patrimoine, c'est le patrimoine du ministère. Et puis tous les cycles autour des grandes actions, des grands concepts de transformation d'action publique. Et puis nous nous sommes aussi lancés dans des supports plus courts, voilà, parce que les jeunes générations aussi souhaitent de l'immédiat, avec des vidéos, mais sur des sujets de fond, type la déontologie, sujet important, ou la simplification de nos process, des formats très courts de quelques minutes, qui permettent d'avoir un meilleur impact, peut-être un impact à plus grande échelle, parce que la formation, quoi qu'on en dise, parfois il y a aussi des exclus de la formation. Et donc cette multiplicité de formats, elle permet aussi d'aller chercher les exclus de la formation. Merci de tous ces exemples, parce que ça fait aussi complètement écho à une vision plus théorique ou systémique, mais qui est effectivement, ce qui est important, c'est vraiment la diversité des modalités. La diversité des modalités qui vont aller, je dirais, du plus pratique au plus théorique, tourner vers la FEST, action de formation en situation de travail, à la conférence type cours. Donc là, effectivement, on est de plus en plus sur le terrain et plus éloigné. C'est aussi, comme on l'avait dit, des aspects plus normatifs, par rapport au règlement, par rapport à des textes, aux lois. Il y a des choses qui s'imposent, au plus pratique ou au plus actif dans les modalités de mise en œuvre. Et c'est aussi, pas les grands écarts, mais c'est viser ces éléments entre les dimensions plus culturelles, plus globales, plus larges, plus sociales et sociétales, et les dimensions plus techniques mises en œuvre. Et tous ces éléments-là, effectivement, pour les différentes modalités de mise en œuvre de la formation suite au questionnement, c'est, il me semble, en vue de dégager ce que j'appelle en synthèse de plein d'auteurs, les 3 C. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va viser le développement de connaissances ? Est-ce qu'on va viser le développement de compétences ? Ou est-ce qu'on va viser le développement de culture professionnelle, et donc de sens et d'identité ? Et dans toute formation, même si c'est une conférence, il y a à un moment donné l'aspect de connaissance, le premier C, on va se dire, mais ces connaissances, en quoi elles font écho avec vos propres situations professionnelles, actuelles ou à venir, ou de ce que vous mettez en œuvre. Donc ça vient interroger ces dimensions-là, donc les dimensions compétences. Et c'est de se dire, mais ces connaissances et ces compétences, elles s'inscrivent dans un environnement. Et donc dans une culture professionnelle, et donc dans une identité professionnelle, où, comme vous l'aviez dit, parfois on est dans des situations de recherche-action ou de formation-action, où là on construit avec les acteurs, et là on est dans le développement de compétences, et qui va interroger le sens du travail. Donc la primauté, c'est pas les connaissances. Comme vous dites, les agents ont ces connaissances. Vous avez des services déconcentrés ou des directions ou des agents ou des cadres de haut niveau, ils ont les connaissances. C'est pas ça qui pose question. C'est comment on va les mailler, comment on va les construire en équipe ou avec d'autres services, ou interministériels, ou internationaux, ou européens, etc. Et donc, c'est comment on va les mailler et comment cela, tout en gardant le sens, la valeur du service public, de la déontologie, l'éthique et sa mise en œuvre en société. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Et il faut, ce que j'entends et qui fait écho à ma perception aussi, c'est que parfois, on met en place des choses, on n'est pas complètement sûr que tout va marcher à 120%. C'est-à-dire que, est-ce que ce moment de rencontre autour d'un ouvrage, ou de l'histoire du ministère, ou de la finance, ou de la taxation, ou des taxes de manière générale, la place de l'impôt dans la société, etc., on n'est pas sûr que les agents vont adhérer ou vont apprendre, mais c'est un peu une pierre mise sur le chemin qui vient de se dire « Ah oui, il y a eu que ça, ah oui ». Et donc le sens, il ne vient pas tout de suite. Et je crois qu'il faut aussi qu'on s'autorise, nous dans le champ de la formation, dans l'encadrement, c'est-à-dire avoir cette palette, et offrir cette palette, je trouve ça effectivement intéressant, parce que l'aspect immédiat de « on va faire ça et ça va être mis en œuvre », on sait bien qu'il y a plein de... d'aléas possibles. Et je vais un peu retraduire ça dans une logique de contractualisation. Contractualisation des acteurs entre eux. Et dans un
un écosystème. Si vous me permettez un petit détour d'ensemble, en fait, il y a un ensemble de contractualisation entre les acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les repérer et de pouvoir les montrer. Ainsi, entre je dirais, la direction ou les ministères, donc les grandes orientations, et les services, il y a une forme de contrat stratégique. C'est-à-dire, quelles sont les grandes orientations, sur quoi on s'appuie, qu'est-ce qui va donner du sens, de la valeur, et qui va aussi légitimer les actions. Donc il y a une forme de contrat stratégique. Entre la hiérarchie et les salariés et les agents, il y a un contrat de management. C'est-à-dire qu'évidemment, on va travailler ensemble en vue d'eux, où ça fait partie du service, ou de la fonction, ou de la fiche de poste. Et la formation va avoir telle place à un moment donné. Entre les services techniques, enfin de services achats ou ressources humaines, et les prestataires, là, on a un contrat de prestation, ou un contrat commercial, si on fait appel à prestataires externes. Et entre le formateur, l'équipe de formation et les agents, on a un contrat psychopédagogique sur la formation. Ce qui nous réunit, c'est les 3 C. Alors, ce n'est pas forcément dit comme ça, mais ça s'inscrit dans un ensemble plus large, en vue de développer des connaissances, des compétences qui seront mises en œuvre dans vos activités. Donc, cette logique de contractualisation, ce qui est intéressant, c'est de la définir, on va dire un peu théoriquement, mais de lui donner de la visibilité. Et le fait, effectivement, d'avoir cette palette de modalités, chacun se dit « Ah oui, ça renvoie à ». Et au final, le salarié, l'agent, en formation ou dans son activité, a une forme de contrat psychologique dans son activité. C'est-à-dire que la formation va t'aider à, ou va te permettre de, ou elle va garantir. Ou ce temps dédié avec un sandwich où on va discuter, c'est aussi créer, c'est pas pour faire semblant, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire moderne, c'est pas pour imiter je ne sais quelle société californienne, mais c'est pour faire corps, pour faire sens. Donc je trouve vraiment cette logique de contractualisation avec ces 3 C, connaissances, compétences, culture professionnelle, je trouve que c'est aussi pas dire un filtre, mais une grille de lecture, une grille d'analyse intéressante à la fois pour les managers dans le champ de la formation, à la fois pour les formateurs, c'est-à-dire mais ok, et c'est aussi une grille d'analyse du besoin. Pour revenir sur l'analyse du besoin, c'est aussi une grille d'analyse du besoin, mais en définitive, c'est pas des connaissances que vous recherchez, c'est que les équipes travaillent ensemble. Donc ce n'est pas en les assénant de textes, de lois, etc., qu'ils vont travailler ensemble. Donc il va falloir qu'on trouve quelque chose. Est-ce que c'est une étude de cas ? Est-ce que c'est la création d'un guide ? Est-ce que c'est la création d'une fiche particulière ou d'une journée qui vont les faire travailler ensemble ? Et là, du coup, c'est ah oui, mais pour ça, on a besoin de connaissances. Les connaissances, on les a, ou on ne les a pas, ou on n'a pas tout, etc., etc. Donc c'est vraiment cette alchimie. Alors, nous, on le sait dans le champ de la formation, on le sait dans le champ de développement des compétences. Il faut essayer de faire passer à nos directions, aux services déconcentrés ou aux services en tant que tels, et aux agents. Donc, je dirais qu'il faut à la fois beaucoup de souplesse de notre part et montrer une structure qui rassure. Et je crois qu'on est un petit peu tout le temps entre ces deux dimensions-là. Ce dont je m'aperçois, c'est que les commanditaires, souvent, ils veulent beaucoup de choses en peu de temps, en réduisant les moyens. Faire toujours plus, avec moins de moyens. Donc l'idée, ça va être effectivement de faire autrement, et d'où cette palette de modalités. C'est-à-dire, effectivement, à un moment donné, c'est peut-être pas la peine de réunir tout le monde sur un contenu de connaissances, parce que ça, soit on peut faire un livret, soit on peut faire une conférence à distance, et donc là, on va utiliser modalité à distance. Et après, voir si on le fait sur le temps de travail, hors temps de travail, ou si on le fait synchrone, asynchrone. Mais donc, on apporte un certain nombre de connaissances, et dans un deuxième temps, il y aura un atelier, il y aura des temps de restitution, des questions, etc. Donc, on va mobiliser différents outils, avec aussi dans l'idée que le commanditaire soit partie prenante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on voulait qu'on réduise le temps, les coûts, qu'on soit plus efficace.
tout à fait compréhensible. Donc c'est aussi dans cette logique de contractualisation dont je parlais tout à l'heure, de contrat de management en lien avec le contrat stratégique et de mise en œuvre pédagogique, c'est-à-dire, mais à un moment donné, quelle est votre place ? Ah oui, mais ça c'est votre travail, c'est vous qui savez, vous faites... Non, à un moment donné, est-ce que vous faites par exemple une introduction à la journée, à la conférence, une introduction au groupe de travail, pour justement redonner, enfin pas redonner, ou placer le contrat de management. La formation d'il y a quelques dizaines d'années, on disait c'est assez simple, hein, on met un formateur dans une salle avec un groupe, sur un sujet. Bon, et s'ils arrivent à l'heure, qu'ils repartent quand il faut, et qu'à la fin ils sont contents, voilà, on a fait notre boulot. Maintenant, c'est évidemment beaucoup plus complexe parce qu'il y a des attentes très fortes, parce que le public a aussi des attentes, parce que les modalités sont diverses, variées, en situation de travail, numérique, à distance, synchrone, asynchrone, en études de mobilité, etc., et sur le terrain. Donc, c'est aussi tout l'intérêt de l'évolution du travail, du champ de la formation, à la fois de jouer, dans le bon sens du terme, avec l'ensemble de ces modalités, et la difficulté que cela soit compréhensible par les acteurs décisionnaires, qui parfois se dire oui, ok, mais est-ce qu'ils apprennent vraiment ? Et moi, j'ai eu des échanges parfois dans le champ de l'éducation avec des inspecteurs où on était sur des pédagogies actives, c'est-à-dire qu'on était sur des études de cas avec du temps un peu plus long que simplement il n'y a qu'à Faucon. Oui, cette dimension pédagogie active, participation des acteurs, oui, on n'a qu'à leur donner. Et pourtant, c'était des gens du champ de l'éducation. Donc, il y a du travail, sachant que quand même un certain nombre de chercheurs et cadres théoriques montrent mieux, comme vous l'avez dit, qu'on apprend mieux quand on fait, quand on réagit, quand on appréhende, quand on discute les choses, que simplement quand on écoute. Donc c'est une évidence de dire ça, et en même temps, ça a du mal à passer dans les mœurs. Vraiment, tout ce travail, c'est vraiment diversité des modalités, mais pas simplement pour se faire plaisir, mais pour répondre à la situation de problème, à l'objectif de formation et au contexte dans lequel ça s'inscrit. Effectivement, le renforcement des compétences en ingénierie pédagogique de nos agents, c'est vraiment une préoccupation de tous les jours. À l'IGPDE, nous avons, je le mentionnais, nous sommes près de 150, plus de 150 agents. Nous avons une quarantaine, une communauté qui s'intitule les chargés de formation ou responsables de formation, une quarantaine de personnes qui sont un peu la colonne vertébrale de l'Institut parce qu'elles ont un rôle structurant, elles sont en proximité avec les stagiaires, elles les accueillent le matin, elles les raccompagnent, elles écoutent leur retour de satisfaction en fin de journée. Et puis également, elles sont en proximité directe avec les prestataires de formation, qu'il s'agisse des internes, ce que je mentionnais, les agents publics qui effectuent des vacations internes à l'IGPDE, en intervenant à l'IGPDE, ou des prestataires externes, puisque nous en avons aussi, que nous recrutons par marché public le plus souvent. Et donc cette communauté des chargés de formation, elle est fondamentale, et notre cadre stratégique rénové prévoit d'ailleurs tout un volet pour les faire bénéficier d'une montée en compétences encore, compte tenu de l'arrivée quotidienne de nouvelles méthodes, l'intelligence artificielle pour ne citer que ça, mais aussi pour valoriser ce métier qui est un peu un métier particulier. Peut-être mettre en place des mentorats, des accompagnements à la mobilité aussi pour que ce métier puisse être valorisé. Et puis à côté de cette communauté d'agents internes IGPDE, nous avons toute notre communauté de formateurs que je vous indiquais au démarrage de notre échange. Donc, pour la plupart des agents volontaires du ministère qui ont le goût d'enseigner, mais qui n'ont pas cette expertise forcément. Et donc nous avons aussi prévu de renforcer l'animation de notre réseau d'intervenants, peut-être de mieux les outiller, parce que c'est vrai que sur le fond, la conception d'une formation, c'est un dialogue entre un ingénieur pédagogique, mais qui n'est pas expert, et puis un expert de son sujet. Et nous avons des outils, des fiches pédagogiques, des déroulés, des mallettes que nous pouvons mettre à disposition. Et quand on doit monter une formation, je prends un exemple, une formation sur l'intelligence économique, nous nous tournons vers la Direction générale des entreprises, qui a ça en charge à Bercy,
Nous voyons avec eux si des intervenants internes peuvent être trouvés. Peut-être y a-t-il des agents qui ont un tout petit peu de disponibilité, c'est rare, mais voilà, qui parfois prennent sur leur congé pour intervenir à l'IGPDE, ou s'il faut passer plutôt par un marché parce que c'est plus pertinent. Et donc nous co-construisons avec eux au fur et à mesure une offre de formation. Et alors bien sûr, par rapport aux compétences que vous mentionniez, le bouleversement apporté par l'intelligence artificielle, alors à la fois sur les compétences de nos agents. Moi, je me pose une question. Voilà, est-ce que demain, nous aurons encore besoin d'autant de rédacteurs au sein de Bercy ? Le rédacteur, ça aussi, c'est une fonction clé quand on démarre sa carrière, jeune attaché, jeune administrateur, cadre. Voilà, on est rédacteur. Voilà, mais est-ce que les notes administratives demain seront... Et puis au-delà, l'intelligence artificielle aussi par rapport aux compétences en ingénierie pédagogique de nos agents. Donc là, on n'est plus sur les agents formés, mais sur le personnel qui forme. C'est un chantier qui est réfléchi bien plus largement qu'à la seule échelle de l'IGPDE. C'est au cœur aussi de nos réflexions au sein du RESP, le réseau des écoles de service public, qui nous réunit 2 fois par an. Un séminaire vient de se tenir. Et c'est une de nos préoccupations, mais je pense que c'est aussi une préoccupation dans le monde de l'université, dans le monde de l'éducation nationale. C'est rapide, c'est venu soudainement, et on n'a encore pas toutes les réponses, un petit peu devant nous. Et on ne les aura jamais toutes, puisque de toute façon, l'environnement ne cesse de changer, les sociétés évoluent, les personnels aussi, donc effectivement. Alors par rapport effectivement à la dimension des équipes pédagogiques, je retrouve complètement effectivement les compétences professionnelles attendues. Il y a celles qui paraissent évidentes, effectivement, autour de l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique et tout ce qui est lié à la pédagogie et à la didactique en termes de mise en place de dispositifs, de transposition en termes d'action pédagogique et d'outils didactiques. Donc il y a ces éléments-là. Et vous l'avez dit aussi, il y a, comme une formation est toujours contextualisée, il me semble aussi extrêmement important que les formateurs, que les chargés de formation aient des bases ou une appétence ou des grilles de lecture en termes de sociologie des organisations, en termes d'analyse du travail. Parce que, effectivement, comme on répond à une situation-problème dont on n'est pas les spécialistes, il faut qu'on arrive à repérer les éléments d'ensemble. Et puis, ce que j'appelle aussi, j'aime bien les signaux faibles. C'est-à-dire, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe, je ne comprends pas tout. Soit il va falloir que je creuse la demande avec le commanditaire, ou est-ce que c'est des choses qu'il va falloir travailler au niveau pédagogique avec les agents, parce que, effectivement, là, il y a quelque chose qui se passe, et c'est eux qui vont nous donner les contenus en tant que tels. Donc en termes de développement des compétences, c'est effectivement, donc, on l'a dit, ingénierie pédagogique, ingénierie de formation, conduite de projet, développement du numérique avec l'intelligence artificielle, avec les formations à distance, avec les nouveaux outils, donc développement du numérique et s'aguerrir à cela. Et puis analyse du travail, on l'a dit, donc l'aspect en lien avec la communication. La contextualisation, pardon. Et je rebondis ici sur un terme que vous avez utilisé, le terme de communauté. Communauté des chargés de formation, communauté des formateurs, communauté des écoles en tant que telle, ce qui amène effectivement à rechercher le développement de compétences collectives. Ces compétences collectives passent par des réunions d'équipe, par des séminaires de travail, par des conférenciers externes, par des journées interministérielles ou interprofessionnelles. Et aussi, et ce qui est, vous l'avez pas mentionné, mais j'ai cru comprendre que dans votre service, la logique de valorisation, vulgarisation. Et là, effectivement, le lien avec les services de la recherche du ministère, le service des études, est extrêmement intéressant, parce que du coup, ça se nourrit. Les formateurs vont aller chercher des données, et issues de la recherche, de l'histoire, de la sociologie ou des dimensions économiques, ils vont s'en saisir, et en même temps, ça va les nourrir. Et c'est là où la dimension recherche et innovation, dans le champ de la formation, développement des compétences et avec les services, a tout son sens. Parce qu'on va essayer aussi des choses.
pas contre les agents, pas n'importe comment, mais avec des groupes pilotes, avec des promos expérimentales, avec des sessions tests, etc. etc. Et je pense que là, comment dire, on se donne les moyens pour réussir, sachant que on est toujours dans de l'humain, on est dans du social, et vous l'avez dit, c'est toujours un dialogue, et c'est toujours une construction, une co-construction. Donc c'est viser ça aussi. Donc une co-construction, on n'est jamais complètement sûr. Là aussi, c'est peut-être assez spécifique et inédit, nous avons un pôle pédagogique. Un pôle pédagogique qui, alors là encore, est une communauté, une sous-communauté, une communauté d'une dizaine d'agents volontaires de l'IGPDE qui exercent un rôle d'accompagnement. Ils sont en posture de conseil, en fait, pour leurs collègues et pour la communauté entière des formateurs et des intervenants. Ils peuvent soit répondre à une saisine ou alors s'auto-saisir lorsque ils voient qu'une question doit être travaillée, ou un essai, un groupe pilote. Ils interviennent aussi systématiquement lorsqu'il y a un incident. Alors j'en parle, même si ça n'arrive pas souvent. Un incident pédagogique à l'IGPDE, c'est une note de satisfaction qui est inférieure à 3,5 sur 5 dans notre démarche qualité. Et lorsqu'une note est donnée globale, en fin de formation inférieure à 3,5 sur 5, ils interviennent. Par exemple, ils proposent une mallette. Là, ça s'est produit là, récemment. C'est vrai que plusieurs intervenants étaient intervenus de manière un peu diffuse et peut-être un peu trop diffuse. Et donc, ils ont constitué très rapidement une mallette pour que les intervenants puissent piocher et qu'il y ait une sorte d'homogénéisation qui soit faite. Récemment, là aussi, le pôle pédagogique a passé en revue toutes les fiches du catalogue. Et il y en a beaucoup. Pour harmoniser les fiches, pour que les compétences clés soient homogènes, pour que les prérequis soient bien indiqués. C'est un très gros travail qu'ils ont mené. Ils ont outillé les chargés de formation, cette grosse communauté que je mentionnais précédemment, avec un memento. Tout ça pour qu'il y ait de l'ancrage. Voilà, ils interviennent ponctuellement, mais ils souhaitent aussi que leur accompagnement soit ancré pour la suite. Et puis, quelque part, c'est une forme d'identité commune, une sorte de signature pédagogique. Voilà. Les déroulés ou les fiches, les programmes, les contenus de formation de l'IGPDE, une sorte d'homogénéisation et de signature pédagogique qui est travaillée. Et puis, vous le mentionniez, ils viennent aussi pour apporter une plus-value en matière d'innovation, pour tester, pour expérimenter, peut-être à plus petite échelle, mais pour apporter une innovation pédagogique, parfois dans des formations un peu arides. Parce que dans nos métiers, les formations sont parfois un peu arides, dans le domaine de la taxe, de la légistique ou dans l'audit fiscal. Et donc, ils apportent une dimension interactive, une gamification, comme on dit, de la réactivation de connaissances avec des quiz dont toutes les sciences neurologiques ont montré leur intérêt, ou guider aussi que le formateur se mette davantage en posture d'aidant et pas uniquement en posture un peu de sachant expert sur son piédestal, ou bien alors avec aussi toutes les fameux petits jeux brise-glace en début de formation. Le pôle pédagogique a élaboré tout un petit book de brise-glace. En tout cas, sur les trois piliers de l'ingénierie pédagogique que sont l'expertise, l'animation et puis oui, tout ce qui est vraiment de l'ingénierie, vraiment le pôle pédagogique, il intervient moins sur l'expertise, moins sur le fond, mais sur l'animation et sur évidemment toutes les modalités pédagogiques. Et tout ça s'inscrit dans notre boucle d'amélioration continue Calliope, sur laquelle on pourra revenir, parce que je pense que là aussi, elle est très structurante au sein de l'Institut. La question de l'évaluation, alors c'est quelque chose dont on traite depuis très très longtemps. C'est une question qui est récurrente, qui est une question un peu parfois serpent de mer, mais qui est évidemment fondamentale. Alors il faut se dire de trois choses. C'est que, l'évaluation, elle est partout. Elle est partout, à tous les niveaux et tout le temps. Elle est dès l'analyse, effectivement, puisque on va
questionner la situation problème en vue de construire un dispositif, une action, une session, un cycle, un parcours. Et donc on va évaluer la situation et se doter de critères pour évaluer en quoi on y a répondu. Donc l'évaluation, elle est partout, dans l'analyse du besoin, elle est dans la situation pédagogique, puisque l'évaluation, soit ça peut être de l'évaluation pédagogique formative ou diagnostique en amont, par rapport aux agents, par rapport aux acteurs, par rapport aux situations, ou en situation pédagogique, par rapport aux acquis, par rapport aux compétences réalisées, maintenues, etc. Et elle est effectivement à la fin en tant que telle. Alors, donc en aval. Et sur la question de l'évaluation en aval, ce qu'on avait pu voir, j'ai dit que c'est que, donc là aussi un petit retour en arrière, Kirkpatrick en 1959, donc ça date pas d'aujourd'hui, avait produit un tableau assez large mais assez clair sur les 4 niveaux de l'évaluation. Il y a l'évaluation pédagogique, l'évaluation à chaud, l'évaluation de la réalisation, ce que certains avaient même appelé l'évaluation du show, S-H-O-W, de la prestation de l'équipe formateur, et est-ce que ça... Donc l'évaluation à chaud, donc en direct. L'évaluation pédagogique, c'est effectivement est-ce qu'on a acquis des connaissances, des compétences, ou maintenues, ou des capacités qu'on va pouvoir transposer. Donc évaluation à chaud, évaluation pédagogique, évaluation professionnelle, et donc évaluation des compétences en situation, c'est-à-dire que, et là, c'est plus le formateur qui va les voir, ça va être le manager, l'encadrant, le chef de service, sur est-ce que les acquis sont transposés dans les situations professionnelles, et donc dans les compétences. Donc ça veut dire que l'évaluation, on a vu qu'elle a été pensée en amont avec le commanditaire pour se dire, mais effectivement, vous nous dites il faut développer telle connaissance, telle compétence, telle vision élargie, telle évolution professionnelle ou telle posture. Oui, mais comment ça va se passer au retour? Soit qu'est-ce qui se vit actuellement, soit quelles vont être les évolutions. Donc, tout le monde est partie prenante. Et on retrouve l'idée des contractualisations avec l'encadrement. Donc, évaluation de compétences. Et 4e niveau, repéré par Kirkpatrick donc en 1959, sur l'évaluation des effets, des impacts. C'est en quoi la formation, le développement des connaissances et des compétences a un effet économique, social, de résolution de problèmes, ou de résolution de dysfonctionnements, ou de moins d'erreurs, ou de plus-value. Alors dans votre champ, c'est plutôt effectivement lié au traitement de dossiers ou à l'atteinte d'objectifs, que de résultats commerciaux en tant que tels. Même s'il y a des résultats économiques, sur la question des impôts et de la chasse aux fuites et choses comme ça, les données, ce que j'ai pu voir, montrent qu'il y a moins de contrôles, mais les contrôles sont plus efficaces. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un travail en amont de compréhension d'écosystème, je dirais, déviant, en vue de cibler effectivement les contrôles, et que ces contrôles donnent des actions. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire empiriques, collectifs, mais aussi sans doute, et je pense et j'espère, liés à des formations et à des compétences qui se sont transmises, construites et en collectif, parce que là, effectivement, quelqu'un ne peut pas travailler tout seul. Donc, c'est 4 niveaux. Alors, donc l'évaluation est partout. Il faut la penser le plus en amont possible, puisque du coup, c'est au démarrage qu'on va se dire, mais comment on va pouvoir évaluer avec le responsable, avec les directions, avec les actions, la mise en œuvre. Et autre élément, c'est que de ce fait, par rapport à ces 4 niveaux, c'est que la faisabilité de l'évaluation est inversement proportionnelle à son efficacité. Pour le dire autrement, le rapport faisabilité et efficacité est inversé. Plus c'est faisable, c'est-à-dire que l'évaluation à chaud, c'est faisable. Questionnaire de satisfaction, soit tout à la fin, soit une semaine après, soit à distance, c'est faisable. L'efficacité, elle est présente, mais elle n'est pas aussi importante que si on mesure les effets des impacts sur un service. Par contre, évaluer les impacts, c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire, mais effectivement, en quoi les acteurs mettent en œuvre, mais par contre, la faisabilité est bien plus délicate.
puisque ça veut dire qu'il faut interviewer les directions auparavant, les chefs de service, voir les modalités de mise en œuvre techniques ou professionnelles en situation, étudier les situations de travail, etc. etc. Donc c'est évidemment plus efficace en tant que tel, mais bien moins faisable. Donc ce rapport est inversé entre faisabilité et efficacité. Donc ce qui est important, c'est évidemment de penser l'évaluation le plus en amont possible et travailler plutôt que sur le retour sur investissement, dont on voit qu'il est difficile à mesurer d'un point de vue quantitatif, financier, économique, de production, mais travailler sur le retour des attentes. Parce que travailler sur le retour des attentes, c'est-à-dire que vos attentes en tant qu'agence étaient de à quoi sommes-nous arrivés et comment vous y avez participé. Vos attentes en tant que chef de service, c'était de mais ok, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour ? Vos attentes en termes de direction sont, voilà, mais du coup, quelle visibilité vous donnez ? Donc plutôt que les travaux actuels sur l'évaluation en formation, on parle plutôt de l'évaluation, le retour sur les attentes, plutôt que retour sur les investissements, qu'on pourrait mesurer, comme on mesure l'impact d'une campagne de publicité. On peut le mesurer, mais ça veut dire des panels, ça veut dire des données statistiques fortes, importantes à mettre en œuvre. Donc, alors, aussi, par rapport à la question de l'évaluation, au niveau pédagogique, on voit que les formateurs, alors le conseiller de formation et le chef de formation, je trouve que votre pôle pédagogique est extrêmement intéressant sur l'innovation, sur la construction, la co-construction, etc. Ça veut dire que le formateur, il a aussi son rôle à jouer. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, et qu'est-ce qui est négociable en termes, pour partie de contenu, pour partie de modalité, pour partie de retour sur la formation. Il y a des choses qui sont non négociables, c'est un concours, c'est réglementé, il y a des contenus. Si vous êtes un expert, il faut être un expert en cela. Il y a des choses, quand vous prenez l'avion, le train ou le bus, vous ne négociez pas avec le chauffeur. Ah oui, il sait à peu près conduire. Non, vous dites il sait à 120%. Donc il y a des choses qui ne sont non négociables. Et il y a des choses qui sont négociables, alors négociables non pas à tractation comme ça, mais c'est-à-dire mais voilà ce qu'on va faire ensemble, et voilà comment on va le travailler, et en quoi ces éléments-là, on trouve, a du sens pour les agents. Alors, désolé, c'était un petit peu long, mais vraiment la question de l'évaluation, elle est partout, c'est tout le temps, c'est récurrent, et il faut s'en saisir, non pas comme s'il y avait une baguette magique, ni quelque chose dont on ne pourrait pas saisir, mais justement comment on va construire des éléments pour que chacun prenne sa part, sans que ce soit oppressant, mais que ça donne du sens. Pour nous, c'est la démarche de qualité qui a été un vrai tournant dans le domaine de l'évaluation, même si lorsque j'entends Thierry, je me dis que nous avons encore une marge de progression dans ce domaine, qui effectivement est un serpent de mer pour tous les directeurs, directrices d'instituts de formation ou d'écoles. Nous avons plusieurs outils d'évaluation qui s'offrent à nous, que nous utilisons. D'abord, une évaluation de connaissances, de compétences qui est préalable à la formation. Voilà, ça permet de guider le formateur, ça permet aussi de se positionner soi-même avant de démarrer une formation. Et puis, à l'issue de la formation, une auto-évaluation à nouveau des compétences. Voilà, est-ce que j'ai franchi une étape ? Ça correspond à des obligations dans le cadre de notre certification Calliope. Encore, comme je le disais, c'est vraiment la démarche qualité qui nous a guidés sur le chemin de l'évaluation vertueuse. Et puis la fameuse évaluation à chaud ou du chaud, post-formation, très importante chez nous. Les évaluations sont dépouillées, c'est indispensable et c'est une étape
incontournable dans le dispositif de formation. Je le disais, si la note de satisfaction est inférieure à 3,5, un incident pédagogique est déclenché et la formation est revue, le formateur est alerté et un dialogue s'installe pour aboutir à une amélioration de la dite formation. Et récemment, un très très gros travail de synthèse des évaluations a été produit dans le cadre du grand programme de formation La transition écologique des cadres supérieurs, qui est un des principaux programmes à très grande échelle qui s'est déroulé et qui va se poursuivre. Plus de 2200, 2300 personnes formées, autant d'évaluations, avec des verbatims, de stagiaires, de formateurs. Et mon équipe a effectué ce travail de synthèse qui était indispensable pour nous, qui a montré que, effectivement, la formation ne pouvait pas s'entendre de la même façon lorsqu'elle est délivrée en distanciel ou en présentiel, parce que ce programme a pu se faire dans les deux formats, et puis beaucoup d'enseignements sur le passage à l'action. Voilà. Nous avions eu l'occasion d'en parler aussi lors du colloque du 10 avril qui s'était tenu à Bercy. Et puis des évaluations à froid, comme vous le mentionniez Thierry, pour vraiment mesurer l'impact plus en profondeur d'une formation. Typiquement, nous formons les candidats à passer devant un comité d'audition lorsqu'ils sont candidats à un poste. C'est devenu un grand dispositif au sein de l'administration. Un cadre de direction qui souhaite accéder à un poste passe devant un comité d'audition. C'est un moment stressant. Nous avons une très bonne préparation au comité d'audition. Et il est intéressant de voir aussi quelques semaines plus tard si les candidats ont réussi. Donc finalement, si notre préparation était adaptée. Et puis alors, dans un domaine que j'avais mentionné, qui est une spécificité de l'IGPDE, à savoir la préparation aux concours et aux examens, alors là, on a une évaluation avec un indicateur de performance tout choisi, le taux de réussite. Et donc là aussi, c'est un indicateur d'impact qui est incontournable. Est-ce que notre préparation au concours, à l'examen, a eu les effets escomptés? Et bien sûr, tous les retours des intervenants, les retours des stagiaires, au-delà de ce taux, qui est regardé évidemment avec la plus grande attention, sont réinjectés dans les réunions pédagogiques pour les années suivantes. En tout cas, l'évaluation, même si encore une fois, elle est perfectible parce que pas facile en tout cas pour tout ce qui est évaluation à froid, on y réfléchit beaucoup. C'est une préoccupation constante et je pense que la démarche qualité, en tout cas, aide grandement un institut comme le nôtre à installer ce type de dispositif. La certification, elle s'est développée ces dernières années. Je vais tout de suite démarrer par un exemple. Nous avions une formation sur la conduite de projets informatiques. Nous l'avons entièrement refondue. Et nous sommes allés chercher un partenaire de renom. Voilà, la certification, elle passe aussi par des partenariats, elle passe presque systématiquement par des partenariats avec des instances qui sont dépositaires, qui ont une valeur sur le marché. Nous avons un partenariat avec Télécom Paris. Et donc nos stagiaires suivent 2 jours de formation et ensuite ont une épreuve. Là encore, on vient de remettre les certificats, ont une épreuve de mise en situation. Ils ont dû travailler sur un téléservice de collecte d'impôts. Encore une fois, nous sommes à Bercy. Et donc, ils ont été évalués à ce titre et ils ont un certificat. Et cette certification, ça permet aussi d'avoir un badge. Voilà, un badge qui s'affiche aussi sur les réseaux sociaux. Je pense à LinkedIn. Ça renforce l'exigence pour tous. Pour l'IGPDE, pour les stagiaires aussi, mais ça renforce aussi l'attractivité. Ça a une valeur juridique, une valeur administrative. C'est souvent intéressant aussi pour des agents publics qui souhaitent faire une reconversion. Quelque part, c'est un label pour eux d'avoir cette certification. Et nous l'avons largement étendue dans les différents cycles que j'avais mentionnés en début d'échange, comme par exemple notre cycle des hautes études de développement économique, le cycle qui mêle des stagiaires issus du privé et du secteur public. Ils travaillent en petits groupes. Ils doivent élaborer des notes de problématiques. Ils doivent ensuite présenter tout cela devant un jury. Et nous avons un partenariat avec l'Université Dauphine,
qui délivre ce certificat. Donc cette certification du SHED, du cycle, c'est un vrai plus. Ça permet aussi de favoriser le travail entre pairs, et puis d'avoir finalement un peu ce sésame en fin de cycle. Et ces certifications, alors voilà, vous maîtrisez cela beaucoup mieux que moi, Thierry, mais elles sont délivrées autour de blocs de compétences. Et donc l'Université Dauphine a élaboré un certain nombre de blocs de compétences qui sont cohérents avec les cycles que nous avons, ce fameux cycle des hautes études de développement économique ou les cycles plus managériaux comme Bercy Plus ou Virtuose, qui permet à des femmes de dépasser le plafond de verre et de progresser dans leur stagiaire. Et donc ces certifications, c'est une vraie... c'est le gage que finalement on fournit un travail, on n'est pas seulement en apprentissage, c'est la pédagogie active plus, puisque finalement on est aussi acteur de sa formation, et on le demande de plus en plus, dans les RH, on demande aux agents d'être acteurs de leur parcours. Et là, vraiment, avec la certification, je trouve que c'est la forme la plus aboutie. Je construis mon projet professionnel, je suis acteur de ma formation, et tout ça dans le cadre d'une démarche de plus en plus individualisée avec des experts, parce que bien sûr, il y a un dialogue, il y a un accompagnement individualisé qui est fait par nos partenaires. Pour synthétiser un petit peu tout ce qui est, une partie des choses qui ont été dites, effectivement, par rapport aux méthodologies, au processus de formation, un certain nombre de points principaux. Revenir effectivement sur deux, trois petites choses et puis souligner d'autres. Donc revenir sur le fait que, je dirais, les meilleures méthodologies, ou les moins mauvaises possibles, ou les plus adaptées, c'est vraiment cette mise en questionnement des trois niveaux: macro, de grandes orientations et décisions, mezzo, construction des dispositifs, et micro, pédagogique. Déjà, avoir toujours ces éléments-là qui naviguent. En parallèle je disais les 3 C, développement de connaissances, maintien ou renforcement, de compétences et de culture professionnelle. Là encore, naviguer, et te dire, mais voilà, rechercher, c'est un petit peu... Et pour avoir ces questionnements-là, effectivement, en termes de méthodologie, alors j'ai pu développer un acronyme de synthèse sur différents travaux sur l'ingénierie de formation, mais qui s'appuie sur plein de travaux et qu'on retrouve par ailleurs autour de l'ingénierie de formation avec la démarche ACRE, analyser, concevoir, réaliser, évaluer. Et j'ai pu faire évoluer, notamment par rapport à la crise Covid, qu'on est vraiment très à distance, et là il faut vraiment communiquer le plus en amont possible et pendant les sessions, et aussi pendant les sessions, donc réguler. Donc j'avais analyser, concevoir, communiquer, réaliser, réguler et évaluer. Alors, donc c'est un point de synthèse par rapport à différents travaux de la sociologie des organisations, de la psychosociologie, de la formation des adultes, et poursuivant les travaux, effectivement, ça renvoie à des choses qui ont été travaillées plutôt en ingénierie pédagogique, avec le modèle ADI, qui est beaucoup travaillé au niveau pédagogique et de construction des sessions de formation, des dimensions plus didactiques pédagogiques, donc ADI, on retrouve les mêmes éléments que dans ACRE, qui étaient déjà en amont, qui étaient déjà préexistants, mais que je n'avais pas lu au moment, et vu au moment où je faisais ce point de synthèse. Donc, ADI, c'est analyser le design, développer, dans le sens de, on a créé le design et on le met en œuvre, on implémente, c'est-à-dire qu'on le développe à grande échelle et on évalue. Donc on retrouve cette logique, mais qui s'est plus développée, notamment chez les collègues belges, comme on en parlait à un moment donné, et dans le champ pédagogique, et dans le champ plutôt un peu du numérique. Et puis d'autres systèmes aussi, où certains acteurs, je dirais, trouvent que c'est pas trop rigide. Alors pour moi, c'est un cadre, c'est un élément, et c'est un cycle à l'intérieur de chacune des étapes. Donc pour moi, c'est pas rigide, c'est une structuration, mais bon, certains trouvent que c'est assez rigide, et plus sur des systèmes, comment dirais-je, d'adaptation permanente. Alors, je trouve ça intéressant, et en même temps, je trouve qu'avoir des outils méthodologiques, c'est à la fois structurant, c'est chercher à ne rien oublier, et
et dérouler le travail. Alors, dans cette mise en œuvre d'ingénierie, que j'avais aussi traduite, où l'ingénierie, c'est l'art et la science de la reliance. Et on retrouve la question du dialogue, l'art et la science de la reliance. Donc ça, les travaux qui ont été développés par un philosophe italien, Jean-Baptiste Vico, période de Descartes aussi. C'est vraiment cette idée de relier. Et l'art, alors la science de la reliance, on voit tout ce travail de méthodologie, et de structuration et des outils. C'est-à-dire qu'à chacune des étapes, il y a des outils. Grille d'analyse de la demande, homogénéisation des fiches de présentation, des guides pédagogiques, etc. Donc il y a des outils. On voit bien la science de la reliance. Et l'art de la reliance, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sociologie des organisations, à l'analyse du travail et à la perception des éléments qu'on prend en compte dans une situation. Et comment on se saisit des signaux faibles de cette compréhension globale, à la fois donc très précise et à la fois globale, pour faire en sorte que ça marche. Que ça marche d'un point de vue pédagogique, que ça marche d'un point de vue structurel, que ça marche d'un point de vue, je dirais, stratégique. Donc, c'est de ce fait ne pas confondre les acteurs et les niveaux. C'est-à-dire que si une direction sait ce qu'il faut faire d'un point de vue pédagogique, j'ai pour être tendance à avoir un petit clignotant rouge qui s'affiche en disant s'il a déjà la réponse, autant qu'il la mette en œuvre, dans ses services, dans ses outils, etc. Donc donc respecter, ne pas confondre les acteurs et les niveaux, c'est-à-dire que quand on est dans le pédagogique, on n'est pas dans les orientations. Mais le pédagogique doit prendre en compte les orientations. Les orientations doivent se dire, mais oui, c'est les grandes orientations, mais comment ça va se traduire ? Donc ça, c'est le premier élément. Donc ça nécessite évidemment du dialogue, de la co-construction. Et puis, quelque chose qu'on a un petit peu de plus en plus de mal dans nos environnements, c'est accepter une part d'incertitude. C'est-à-dire que, accepter une part d'incertitude dans l'analyse de la demande. Et les gens ne savent pas forcément dire, mais c'est normal, et tant mieux, parce que tout le monde va creuser, on va travailler, on va expliciter. Mais ça veut dire aussi qu'accepter une part d'incertitude, que ce qui va se passer dans le groupe, il y a des choses qu'on ne va pas tout maîtriser. Et il y a des choses il va falloir peut-être travailler un petit peu différemment avec tel groupe, ou telle promotion, ou tel service, etc. Mais ça veut dire aussi que le commanditaire, il doit accepter qu'il n'aura pas le déroulé de la formation minute par minute. C'est-à-dire que vous êtes sûr que là, à 10h22, vous allez avoir ce temps-là. Peut-être que ce sera avant la pause ou après la pause, ou que la pause, on ne va pas la faire à 10h22 parce que justement, il y a un travail qui est en train de se faire, là, il y a quelque chose qui émerge. Et que même parfois il n'y aura pas de pause parce que c'est le travail d'équipe qui est de ça. Donc vous voyez, c'est dire accepter et faire accepter l'incertitude, c'est de se dire mais on a affaire à des professionnels tout au long de la chaîne, du formateur au décideur, et chacun dans son rôle. Alors je ne sais pas si c'est à la fois très large, mais à chaque fois, c'est toujours contextualisé. Et du coup, évidemment, l'agent, il est aussi acteur. Et je reviens sur l'aspect de certification. Moi qui suis un produit de la formation des adultes et de la formation professionnelle, il me semble que c'est donner la possibilité aux personnes d'évoluer professionnellement, socialement, et que ça passe par de la certification, je trouve ça extrêmement bénéfique. On va dire, il y a un petit peu ceux, soit qui ont le réseau social, soit qui ont l'héritage socio-culturel, qui peuvent se permettre de ne pas avoir de certification, de diplôme, et de se dire, oui, moi, j'ai pas besoin, j'ai appris comme ça. Non. C'est cette capacité aussi à permettre l'évolution de chacun, encore plus dans le champ du service public. Je trouve que là aussi, la formation joue son rôle, et on a aussi ce petit moment de plaisir quand on rencontre des gens, ou on re-rencontre des gens. Alors, il ne faut pas tous attribuer, bien évidemment, attention à un égo surdémesuré, mais à un moment donné, c'est-à-dire, à un moment donné, on a eu cette rencontre. Et on a été là, on a peut-être participé, ou favorisé, ou pas, ou favorisé dans le contexte. Et je trouve que c'est des beaux moments aussi, à la fois personnels, professionnels, et d'évolution sociale.